Il y a quelques mois, j'ai sorti ce clip vidéo pour un de mes clients et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour réaliser ce projet de A à Z. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va donc parler backstage. Je vais te montrer et t'expliquer comment j'ai fait pas à pas pour réaliser ce gros projet qui a pris plusieurs jours de préparation, de tournage et de montage. Le sommaire est simple. En premier, je te parle du projet, puis je te laisse le visionner. Ensuite, je t'explique comment j'ai fait pour avoir ce client et ce contrat, puis les débuts du projet, après signature, la création du storyboard, la préparation du tournage, le tournage et pour finir, le montage. Grosse vidéo en approche, je ne sais pas du tout combien de temps elle va durer, mais en tout cas, tu vas beaucoup apprendre à travers cette vidéo. Alors, c'est parti. Pour te présenter ce projet, il s'agit d'un clip vidéo de 4 minutes reprenant la chanson Pardon de Johnny Hallyday. Mais c'était pas notre fameux Johnny qui chantait, mais mon client qui avait prêté sa voix sur la musique. La demande, elle était très simple. À travers la musique, il fallait dénoncer quelque chose de la société qui empoisonne la vie de tous. Je te laisse donc visionner le clip et on se retrouve juste après. Pardon pour tous les hommes qui n'ont jamais appris le verbe aimer, qui n'ont jamais compris la force de l'amour, la beauté de la vie. Pardon. Vous demander pardon pour tous les hommes qui ignorent le prix de l'amitié, qui n'ont jamais connu les larmes d'un enfant, le sourire d'une femme. Qui ne
J'espère que tu as aimé le clip. En tout cas, moi j'ai kiffé le faire et je kiffe le résultat final. Et je remercie encore Jean-Charles pour son fabuleux travail d'acteur et des conseils qu'il m'a apportés pendant la prestation. Tu peux retrouver le lien original du clip dans la description et je t'invite à aller cliquer dessus pour apporter une petite vue supplémentaire à mon client. Sans transition, comment j'ai fait pour obtenir ce client? Une méthode très simple, le bouche à oreille. En fait, c'est un de mes amis qui m'a conseillé à mon client. Je ne suis pas allé le voir ni prospecter pour faire ce clip. C'est pas du tout mon domaine. J'ai quand même réalisé quelques clips par-ci, par-là. Mais c'est tout, c'était des projets étudiants. Et donc, mon client, il est venu en discuter avec moi et après une bonne réunion de 1h30, on est arrivé sur un bon accord et on a pu entamer le début de notre projet. Tu vois, ce bouche à oreille ne m'a rien coûté. C'est simplement parce qu'un de mes amis sait que je suis vidéaste et que je suis bon qu'il m'a recommandé. Et c'est un atout surpuissant pour obtenir des clients en faisant, on va dire, le moins de choses possible. Si tu veux connaître mes 3 autres méthodes pour trouver des clients, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche dans ton coin supérieur droit de la vidéo. À partir de ce moment, on a organisé 2 réunions. C'était en juin dernier, au soleil, sur la terrasse. Et pendant les 2 réunions, on a donc discuté, mon client et moi, de l'objectif du clip, du message qu'on devait transmettre et on arrivait à cette réponse. On allait montrer l'indifférence du monde quand quelque chose arrive à un inconnu. Le fait par exemple de ne pas intervenir quand quelqu'un se fait dépouiller, se fait racketter ou de ne pas aider quand il se fait agresser. On a donc créé le scénario du clip avec cette idée-là en suivant le rythme de la musique. Il était très simple, 3 refrains très dynamiques qui se relient avec une musique un peu plus posée. On s'est dit que le meilleur moyen de montrer les agressions était de les placer pendant ces refrains. Pour le reste, ce serait juste de la contextualisation et un fil conducteur entre les agressions. On devait suivre notre personnage principal jusqu'à une agression, puis une autre, et pour finir par un autre personnage qui se fait à son tour agresser alors que celui-ci ne voulait pas intervenir dans la précédente agression. Pour montrer que peu importe qui on est, ça peut arriver à tout le monde de se faire agresser et il fallait se mettre quand même à la place des autres. Ce dont je te parle, ça n'a aucun rapport avec le clip que tu viens de visionner et c'est normal. On a dû tout changer, tout recommencer à zéro. La principale raison à ça, c'est le problème d'organisation avec tous les acteurs. On ne pouvait pas se permettre de payer des acteurs, il fallait des acteurs gratuits en quelque sorte. Donc mon client, il a pris la famille, les amis, mais pour organiser tout le monde sur plusieurs journées avec des enfants, des agressions, des horaires de nuit et de jour, pour 10 acteurs ou 10-15 acteurs, c'était beaucoup trop compliqué. On avait quand même tourné une phase de notre plan initial, juste mon client et moi dans un urbex. Et les plans étaient simples, c'était lui en train de chanter et on a pu les conserver ces plans pour le résultat final, donc ça c'est vraiment cool. Mais pour le reste des plans à filmer, les agressions, etc., ça nous a paru trop compliqué en termes d'organisation. On était déjà arrivé en octobre, novembre et on n'avait pas plus avancé que ça. On a donc fait un choix, on a allé changer tout le scénario. On s'est donc retrouvé une seconde fois à faire 2 réunions pour de nouveau discuter sur le scénario, l'objectif du clip, avec cette fois une contrainte. On devait faire en sorte de créer une histoire avec seulement un acteur, mon client. On s'est donc orienté sur quelque chose de plus personnel, de plus profond et franchement je trouve ça 1000 fois mieux que le simple clip dénonciateur qu'on allait faire. Là mon client il s'est carrément approprié la vidéo, c'est la sienne, c'est son histoire et sa musique, donc c'est vraiment très sympa. À partir de ce moment là on a refait un storyboard et on a commencé à réfléchir sur de nouveaux plans avec les lumières, les accessoires, etc. Pour faire ça je m'en suis occupé seul. Ensuite mon client il a simplement approuvé ou choisi parmi les différentes propositions que je lui donnais. Créer un clip de toutes pièces, c'est pas du tout mon fort. Et moi, je suis énormément sorti de ma zone de confort pour ça. J'ai dû imaginer un scénario, le mettre dans un cadre temporel pour qu'il soit compréhensible et qu'il fasse bien passer le message. Il y a des moments où j'étais même pas sûr de ce que je faisais, de ce que je proposais. Donc c'est pour ça que j'ai fait plusieurs propositions à mon client pour qu'à la fois on en débatte et qu'on choisisse ensemble. Et je pense que la communication dans ce projet, ça a été extrêmement bénéfique au résultat final. Une chose qui était aussi très difficile, c'est de caser un certain nombre d'actions, de plans, d'expressions et de fils conducteurs dans un temps précis. Genre en 30 secondes, tu dois caler tout ça. Par exemple, entre 2 refrains dynamiques, il fallait montrer tant de choses, faire comprendre tant de choses. Et ça a été très dur au début, mais j'ai trouvé une petite technique sympa. C'est simplement de fermer les yeux et de s'imaginer la musique avec les plans qui vont se passer, de comment ça pourrait ressembler une fois le montage fini. Du coup, j'ai donc passé plusieurs heures à écouter la musique et à m'imaginer un peu comment ça pouvait rendre.
Et figure-toi qu'au début, j'aimais pas trop la musique et la fin, je la connaissais même par cœur. En fait, même j'apprécie cette musique maintenant. J'ai aussi beaucoup écrit pour ce projet pour bien clarifier à la fois dans ma tête et surtout bien organiser et ne pas oublier un plan à tourner. Ça, c'était très important pour moi de bien savoir à quel moment précis de la vidéo il fallait tourner telle vidéo et pas me retrouver sans le plan dont j'avais besoin, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai énormément écrit, énormément mis sur papier. J'avais peut-être une quinzaine ou une 25 feuilles au total pour vraiment très bien organiser mon tournage. Après la validation des plans, de ce qui allait se passer et comment ça allait se passer avec les mouvements, expressions et temporalité par rapport à la musique, on est passé à la phase préparation du tournage. Donc après validation finale, on a donc défini les dates de tournage. On avait 2 jours pour tourner toutes les scènes qui nous manquaient. On avait déjà des scènes du chanteur et ça c'était top avec l'urbex. On s'est donc organisé suivant les lieux dans lesquels on devait tourner. Par exemple la mairie, le cimetière, les bureaux, la maison ou par exemple les routes dehors. J'ai donc créé un plan de tournage et ensemble on a vu et validé les lieux dans lesquels on allait tourner les plans. Le plan de tournage, il était un peu plus détaillé que le storyboard. En fait, à chaque fois, on reprenait ce qu'on avait fait avant, mais on le détaillait encore plus. Et cette fois, on savait ce que la caméra voyait, comment était le mouvement de la caméra et exactement ce que l'acteur faisait. Ça nous a beaucoup aiguillé pendant le tournage de faire tout ça. Certes, ça a pris du temps à faire, à créer, à écrire, mais plus on est préparé à faire un tournage, meilleur il se passe. De mon côté, et en même temps de valider les plans, j'ai créé une liste d'accessoires, de tenues, d'objets à mettre en évidence pendant le clip. Des accessoires qui en diraient long sur le message passé, qui vont aider à la compréhension du clip. Après la validation des accessoires, il a fallu les trouver, voire même les créer, comme par exemple le certificat d'adoption. Attention, je suis quand même pas un faussaire, j'ai fait un petit truc vite fait sur Photoshop. Et pour finir, j'ai dû préparer de mon côté le matériel dont on avait besoin pour tous les tournages, suivant les lieux et les besoins. Un truc qui est cool, c'est que je me déplaçais en voiture, donc j'ai pu amener tout mon matos sans trop de soucis. Donc ça c'était cool, aucune restriction de matériel. Parlons du matériel avant de parler du tournage en lui-même. Pour le tournage, j'ai utilisé mon boîtier, le Sony A6400 pour filmer en 4K et quelques fois au ralenti. Le format c'est du 16/9, donc on n'a pas appliqué de bande cinématique car ça ne correspondait tout simplement pas au clip. J'ai chaud, je vais enlever ça. Hop là. Merde. Je plie le micro. Pour les optiques, j'ai utilisé principalement mon Sony 18-105 mm f4 pour avoir une plage focale énorme et faire ce que je veux comme type de plan et rapidement. Sinon, pour obtenir de beaux flous d'arrière-plan, j'ai aussi utilisé mon Sigma 30 mm à f1.4. Là, j'ai pu avoir des plans avec un énorme flou d'arrière-plan, bien plus prononcé qu'avec mon f4, et donc c'était vraiment beaucoup plus sympa. J'ai également amené mon stabilisateur, le DJI RSC2, qui lui m'a énormément servi pendant la prestation. En termes de lumière, j'ai tout amené, ma Godox SLW60 ainsi que ma softbox Newer et son pied en acier. J'avais aussi toutes mes lampes d'appoint Ulanzi qui m'ont servi dans plusieurs décors, comme par exemple pour simuler la télévision ou remplir des coins sombres d'un plan. Sinon, à part ça, les broutilles habituelles, un max de batterie, les cartes SD et l'équipement de nettoyage des objectifs et de l'appareil. Maintenant, le tournage. Comment ça s'est passé? On a eu 3 jours de tournage au total. Le premier, ça a été l'été dans l'urbex. Il était plutôt très simple. On devait être dans un décor un peu détruit, abandonné. Donc moi j'en avais un en tête, on s'y est rendu, il n'y avait personne, c'était top pour tourner nos scènes. Ces scènes, elles étaient très simples. On devait voir le chanteur chanter. Et pour ça, on a réalisé 4 fois la scène. Et à chaque fois, j'avais un angle différent. On a fait ça pour avoir le choix en post-production pour le même moment. Avoir plusieurs plans différents, c'est comme si on tournait avec plusieurs caméras la même scène. On a pris quelques autres plans de contextualisation pour toujours avoir plus de plans au cas où, mais je ne les ai pas utilisés pour le clip final. Ensuite, pour la seconde journée, on était beaucoup en déplacement. On a fait 2 lieux bien distincts, la mairie pour tout le côté administratif. Là, on avait une contrainte de temps, on a dû y aller aux horaires de fermeture pour ne pas déranger à la fois le personnel ni les habitants de la ville. Et ensuite le cimetière, on ne devait pas déranger les personnes qui venaient tout simplement se recueillir auprès de leurs proches. Heureusement, on n'a croisé qu'une seule personne dans le cimetière dans l'après-midi et elle n'était pas du même côté que nous, on n'avait pas la même partie, donc c'était vraiment sympa. On a dérangé personne, c'était vraiment le plus important pour nous. Et pour la 3e journée de tournage, on a tout tourné chez mon client. Là, on a dû mettre en place des accessoires, les lumières, les scènes. On a même quasiment déménagé la moitié de ses meubles.
mais ça en a vraiment valu le coup, on a eu un résultat très propre. Pendant que je tournais, il y avait deux types de plans. En premier, les plans préparés. Eux, on les a fait en premier, on avait juste à suivre ce qui avait marqué sur notre feuille et on avait notre clip final avec ça. Et en second, on avait les plans improvisés. Tu sais qu'en tant que vidéaste, tu as beau tout prévoir, quand finalement tu arrives sur les lieux du tournage, tu as toujours de nouvelles idées, de nouveaux plans, de nouvelles façons de faire, etc. On a fait pas mal de plans supplémentaires comme ça, des plans bonus, certains en catastrophe. J'ai même essayé de faire des plans avec une caméra 360, mais tu vois, je les ai même pas utilisés pour le clip final, tout simplement parce qu'ils n'apportaient rien à la vidéo finale, l'objectif et le message qu'on souhaitait faire passer pendant le clip. Et à chaque fois qu'on finissait un plan préparé, on regardait ensemble le plan sur la caméra pour le valider ou refaire une prise. Ça a été très important pour moi de toujours avoir l'appui, le point de vue et la validation de mon client sur chacun de nos plans. Et entre les journées de tournage, il fallait évidemment bien rentrer chez moi. Et dès que je rentrais chez moi, j'entamais la phase de recharge des batteries et aussi des backups des cartes SD. Et ça, on va le voir tout de suite avec la partie montage de la vidéo. Si on a une sauvegarde ici, mais sur un autre disque dur, j'avais fait une autre sauvegarde. Au total, on a plusieurs, je crois une centaine de gigas. On a 126 gigas de données. Bon voilà, c'est on va dire un projet habituel. Du coup, j'ai fait une autre sauvegarde de ça sur un autre disque dur au cas où je perdais tous les clips. Et pour ce qui est du projet Premiere Pro, ce que je fais, c'est quand j'avance, j'ai la sauvegarde automatique. Mais au cas où, de temps en temps, je mets ma sauvegarde Premiere Pro sur un drive en ligne pour la retrouver plus tard. Au cas où mon disque dur il plante, toutes mes sauvegardes Premiere Pro ça plante et comme ça, je peux quand même continuer à avancer dans mon montage. Donc après avoir fait les backups, on fait les proxys pour avoir des rushs qui sont lisibles plus facilement. Si tu veux savoir ce que c'est les proxys, je te laisse la vidéo juste ici si tu es curieux. En attendant, nous on a commencé avec la phase de dérush. On a déjà créé une séquence, là tu vois, il y a toutes mes séquences. Et on a créé une phase, une séquence tout simplement dérush. On va étaler tous les plans, absolument tous les plans sur la séquence. Là tu vois, ils ont déjà été triés. Alors, ils ont été triés par paquet, mais aussi par couleur. Alors, les couleurs, c'est les libellés de couleurs, ça m'aide à on va dire, trouver quel plan correspond à quoi. Par exemple, là, les plans en bleu clair, c'est le plan à l'intérieur, bleu foncé sur l'urbex. Je les ai triés par on va dire, catégorie dans lesquelles le clip allait arriver. Ça arrive pour le premier refrain, deuxième refrain, etc. On a la mairie, là, c'est une phase d'appel, etc. Enfin, voilà. Je les ai triés tous comme ça, avec les libellés de couleurs. Ensuite, là, tu vois, tout a été... tous les plans sont au-dessus les uns des autres. C'est normal, ce sont tous les plans séquences qu'on a fait complets de l'urbex dans lequel mon acteur chantait. En fait, je les ai simplement synchronisés, je les ai tous étalés sur la timeline. J'ai fait hop, je les ai tous sélectionnés, un clic droit et j'ai fait synchroniser. Il les a synchronisés tous en même temps. Comme ça, peu importe que je sois sur ce plan-là, ce plan-là, ce plan-là ou ce plan-là, il est au même moment dans la musique, donc c'est plus simple pour moi pour le montage final. Donc ensuite, j'ai étalé tout ça. Ensuite, j'ai fait une première lecture, j'ai viré tous les plans qui étaient gâchés, en fait, qui étaient trop flous, trop mal cadrés, etc. Les plans qui n'étaient même pas utilisables. Je les ai virés. Ensuite, j'ai créé une seconde séquence, la séquence dérush 2, et là, la séquence dérush 2. Encore une fois, j'ai trié ce qu'il y avait d'intéressant, trié ce qu'il y avait d'important. Donc là, tu vois qu'on était déjà sur du 3h17 minutes. On est arrivé à 1h37 minutes. Et encore, on me balançait pas mal à la poubelle. J'ai gardé vraiment les vidéos essentielles, les vidéos intéressantes. Et on a pu passer ensuite, après avoir tout regardé, tout supprimé, etc., on va dire à la première phase du montage final. Ce que tu peux voir aussi, c'est que ici, là, en bas, on a rajouté des audios. Et si en fait... c'est la version de l'audio de la chanson que mon client avait chantée et du coup que j'ai ajouté directement au montage pour les prochaines séquences. Ensuite, pour les premières séquences, je les ai montées, en fait, j'en montais une par rapport à une certaine temporalité. Là, tu peux voir qu'avec les marqueurs, ça correspond à peu près. Et là où il va y avoir le premier refrain dynamique, donc c'est là où les plans ils vont s'accélérer à ce moment-là. Avec le fait qu'il boit. Donc là, j'ai donc en premier mis tous les plans d'urbex. Au cas où je les mettais en bas, je les sélectionnais comme tu peux le voir ici. Je les sélectionnais de temps en temps. Et là en bleu, j'ai pris tous les premiers plans et j'ai monté en fonction de la vidéo pour à la fois contextualiser. Au début, tu contextualises avec ce qui se passe. Il est en train de rechercher. Hop, il tombe sur un truc, il comprend pas ce qui se passe. Et là, en quelques secondes, tu dois faire monter la pression, l'appel, il comprend pas, il appelle son père, etc.
Et là, bam, avec l'accélération dynamique, ça accélère et ça se recalme. J'ai monté ça tranquillement. Il en reste de temps en temps à côté. Tu vois, il y a pas j'ai pas utilisé tous les plans. Il y en a plein qui restent sur les côtés, mais voilà. Comme ça, je les avais. Et j'ai directement créé une autre séquence parce que je préfère toujours avoir plein de séquences au cas où il faut que je revienne quelque part pour chercher un clip que j'ai supprimé, etc. Je crée toujours plein de séquences. Donc je l'ai nommé séquence finale 2, hop. Après il y a les séquences imbriquées, ça c'est pas intéressant, c'est quand tu imbriques pour faire à la fois des effets de stabilisation et d'accélération. Tu peux pas faire les deux effets sur le même plan, il faut que tu imbriques le plan, mais ensuite que tu appliques un des deux effets. Donc elles sont pas très importantes. Pour la séquence 2, j'ai carrément retiré tous les plans d'urbex qui ne me servaient pas, je les ai conservés ici, tu vois, avec tous les piliers de couleurs. C'est quand même quelque chose de très joli. Et j'ai monté un peu en hamburger, j'appelle ça un hamburger avec plein de couches à chaque fois. Et tu vois, j'ai 10, même, je crois que j'ai un peu plus de séquences que ça. Mince. Hop. Là, tu vois, ça monte super loin. Je suis monté carrément à 20 trucs vidéo. Comme ça me permet, là, de toujours faire des empilements de plans. Comme ça, là, je le mets là, au cas où je sais pas trop si ça marche. Là, j'ai toujours lui, j'ai pas eu à le couper, genre comme ça, pour le monter. J'ai toujours le plan au total complet, mais ça à la fin quand j'arrive sur la dernière séquence je coupe tout, je fais tout bien, comme ça accélère l'exportation finale de la vidéo. Donc là j'ai encore une fois monté suivant ce qui se passait, suivant les trames, etc. Tu peux voir avec les différents libellés de couleurs qu'il se passe toujours quelque chose de différent. Là il fait les recherches, là il est à la mairie, là il fait les numéros, etc. La mairie on a mis peut-être 2 heures, 2 heures et demie, en clip même, pour faire les plans, et au final ça ne dure que 20 secondes quoi. 3 heures de tournage pour 20 secondes au final, voilà. C'est le jeu, c'est le tournage, c'est comme ça. Mais au final, on a vraiment un résultat très intéressant. On a toujours un peu d'urbex ici, on a le cimetière, on a des phases de rangement, etc. Tu peux voir que j'ai mis beaucoup de marqueurs ici pour définir des moments, on va dire les momentum, le début et les fins de refrain, pour vraiment m'y retrouver et faire en sorte que tout rentre dans les temps. Encore une fois, là, tu vois, il y a tous les restes. Il y a beaucoup de plans que j'ai pas utilisés, simplement. J'ai préféré avoir plein de plans différents parce que quand on fait des clips organisés comme ça avec des histoires, etc., il faut beaucoup de plans différents pour vraiment avoir une grande diversité et pas ennuyer le spectateur. Ok, donc après ça, je crois que je suis passé à la finale, la séquence finale, je pense. C'est à peu près la même, mais cette fois, j'ai juste, en fait, par rapport à la finale 2, j'ai retiré toutes les merdes ici, je les ai enlevées. Et on s'est retrouvé avec les plans de base, avec le texte, etc. Comme ça m'a permis vraiment de voir ce qu'il y avait, de peaufiner les derniers détails. Et ensuite, on est passé à la séquence avec Colo. Donc là, j'ai tout mis à plat. Tu peux voir, j'ai tout mis à plat. Avec tous les burgers là, j'ai tout enlevé, j'ai tout mis sur une seule ou deux séquences. J'ai appliqué de la colorimétrie sur mes plans, mais je voulais pas faire plan par plan. Là, tu peux voir ici, j'ai fait tous les plans, mais parce que le 194... je le retrouve à la fois ici. Donc j'ai appliqué la colorimétrie sur la source et pas le plan. Ensuite j'ai mis un calque d'effet, un calque transparent sur lequel j'ai donc appliqué l'effet colorimétrie. Tu peux voir que si vous parle, il y a quand même un petit effet, ça change un petit peu au final. Donc là j'ai appliqué mes colorimétries sur tous mes calques d'effet ici, là ici, et là c'est comme ça, ok, là j'en ai pas eu besoin ou je l'ai fait directement. Non, je n'ai même pas fait de la colorimétrie parce que pour moi la lumière et comment a été exposée l'image c'était suffisant, donc j'ai pas eu besoin d'aller plus loin que ça. Là, tu peux voir que j'ai imbriqué la séquence parce que j'ai un effet de stabilisation et aussi un effet de vitesse. J'en ai eu besoin pour avoir un beau plan. Là on a un effet ici, là, on a un effet, on passe derrière lui et hop on arrive sur un autre. Ça c'est vraiment un effet que j'ai kiffé faire. J'ai créé une séquence pour Instagram, donc là ça a été à peu près la même séquence, sauf que là j'ai rajouté quelques effets avec un effet de netteté, parce qu'Instagram ça supprime un peu la netteté de la vidéo, etc. Et il y avait aussi des paramètres d'export différents suivant Instagram ou YouTube que j'ai dû faire pour mon client. Et ensuite pour les paramètres d'exportation de ma vidéo, ça a été très simple. Moi je filme, j'ai tout simplement des préconfigurations YouTube, Master, etc. Alors la préconfiguration YouTube c'est très simple, l'H264, correspondance des sources à chaque fois. Ensuite rendu à la résolution maximale, tu cliques, utiliser la qualité de rendu maximal, tu cliques, codage logiciel c'est bon. Ensuite le débit, un passage à 40 et 60 et c'est bon, j'ai plus qu'à envoyer sur Media Encoder. Pour ce qui est pour Instagram, ça servait à rien d'exporter la vidéo en HD, donc en 4K, donc on l'a exporté en HD seulement, flux optique, codage logiciel. Là je l'ai changé un peu, j'ai mis du 5.2.
Et ensuite, en VBR, j'ai mis 20 et 24. Comme ça, déjà, ça fait moins de place et c'est plus acceptable pour Instagram d'avoir une vidéo de ce format-là. Et voilà, en tout cas, par rapport à la musique, tu vois, sur la musique, j'ai mis beaucoup de marqueurs pour m'y retrouver. Avec toute la préparation, etc. Je savais exactement à quel moment aller quel plan. Donc, j'ai juste eu, on va dire, à placer les moments, les moments où il est en train de faire des recherches, etc. Je mettais ces moments dans 15 secondes à travers des marqueurs et ensuite je mettais les différents plans dans les 15 secondes. Voilà comment j'ai fait pour créer cette vidéo de A à Z. Et si toi aussi tu veux faire ce genre de gros projet, voici quelques conseils qui vont vraiment t'aider pendant tes tournages. Le premier, c'est l'organisation. Si tu ne t'organises pas, ne prévois ni ne planifies aucune des phases de ton tournage, de ta prestation, tu finiras par te perdre car il y a vraiment beaucoup de plans à tourner, des plans différents et tu finiras forcément par en manquer un. Et tu vas te retrouver en montage comme un con avec le plan essentiel qui manque. Le second, c'est la communication. Ce tournage a pour moi été avant tout humain. J'ai beaucoup discuté avec mon client, comprendre son réel besoin, comprendre son point de vue, ce qu'il aimerait ressentir en visionnant la vidéo une nouvelle fois. Et plus le tournage avançait, plus on en discutait et avoir son point de vue, sa validation, ça a été une grande aide à la fois pour la qualité du rendu final, mais aussi pour réellement impliquer mon client dans la création de la vidéo. Et plus ton client il est impliqué dans le tournage, plus il va aimer le résultat à la fin. Le troisième conseil, c'est filmer plus que nécessaire. Malgré le fait que tous les plans étaient préparés à l'avance, j'ai toujours peur de manquer de plans, de diversité, de plans raccords, d'effets, d'illustrations. Mon conseil, c'est vraiment de filmer toujours plus. Que ce soit plus de plans pour avoir plus de choix, mais aussi pendant l'action, de filmer un peu avant et un peu après la fin de l'action. Ce serait vraiment bête de ne pas pouvoir finir ton montage car tu n'as pas tourné une demi-milliseconde de plus après la fin de ton rush. Le quatrième conseil, c'est de faire avec ce que tu as. Pas la peine d'avoir je ne sais quel matériel pour réaliser une vidéo. Apprends à faire avec ce que tu as, débrouille-toi et ensuite, quand ce sera fini, tu pourras upgrade ton matos. Mais pas avant. Fais avec ce que tu as. Le cinquième conseil, c'est obligatoire. Fais des backups et des doubles sauvegardes. Même s'ils prennent des centaines de gigas, fais toujours des backups parce que imagine ton disque dur il plante, bah t'as plus de rush. Voilà. Alors si tu avais fait une sauvegarde sur un autre disque dur, tu pourras quand même monter la vidéo avec ce disque dur. Donc tu pourras toujours continuer la partie et la prestation. Moi perso, je fais toujours une sauvegarde sur un autre disque dur, que ce soit pour mes projets pro ou même par exemple pour YouTube. Pour le sixième conseil, tout à l'heure je t'ai parlé des plans avec la caméra 360 que j'ai filmé mais que j'ai pas utilisé pour le montage final. Et mon conseil, le voici. Peu importe si tu as mis 5 heures pour tourner un plan, que tu en as chié ou que tu as même cassé ton matériel pour avoir ce plan, s'il n'apporte rien à la vidéo finale, ne le mets pas. Même si c'est le plus beau plan, s'il ne fait passer aucun message ou s'il n'apporte rien au fil conducteur ou à la vidéo finale, ne le mets pas. Et le dernier conseil que je te donne, c'est de filmer comme tu l'entends. Après avoir filmé en suivant les consignes, le storyboard, etc., prends le temps pour filmer un peu en improvisation, à chercher des angles, à manipuler ta caméra, à faire un nouveau style. Fais tout simplement d'autres plans, des plans supplémentaires, des plans bonus. Ça c'est important car cette fois tu seras sur les lieux, tu seras on va dire dans le mood du tournage et tu sauras au mieux transmettre le message de la vidéo à travers ta caméra. Par exemple pour les plans du clip, il y a au moins un bon tiers des plans qui ont été réalisés un peu en improvisation et qui ont été mis sur la vidéo finale. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu backstage t'a plu et si tu veux en apprendre un peu plus sur la création vidéo et tous les autres domaines qui me permettent tout simplement de vivre de ma passion, je te laisse t'abonner à ma newsletter juste dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, je t'envoie sur une autre vidéo backstage que j'ai réalisée il y a quelques années. Je te la mets juste ici et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao!